Bonjour et bienvenue sur Tourism Marigny, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, je reçois Aurélia Pioget, directrice social media pour le groupe Pierre et Vacances Center Parks et que j'ai eu le plaisir d'avoir en tant que responsable lorsque j'étais en alternance. Dans cet épisode, elle nous détaille son cheminement dans le secteur du tourisme, de réceptionniste à manager, en passant par ses 2 années sabbatiques à l'étranger et en évoquant ses victoires mais aussi ses défaites. Parce qu'Aurélia a compris qu'il faut tester, voire même échouer pour apprendre, et que l'on peut retirer des enseignements de chaque expérience, bonne comme mauvaise. Enfin, elle nous partage l'importance de se rendre sur le terrain afin de mieux connaître son produit et ses clients, mais aussi sa méthode pour bien manager et construire une forte cohésion d'équipe. Pour la découvrir, je t'invite donc à rejoindre ma conversation avec Aurélia. Bonjour Aurélia, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement? Alors bonjour Marie, donc moi c'est Aurélia, Pioget, donc je suis Head of Social Media pour le groupe Pierre et Vacances Center Parks. Ça fait maintenant 4 ans que je suis chez Pierre et Vacances et plus d'une dizaine d'années que je fais ce métier. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que c'est tes missions au quotidien? Est-ce que tu as une petite routine dans ta journée ou pas? Alors déjà, je vais commencer aussi par présenter un petit peu l'équipe que je manage, parce que ça fait partie justement de mon métier. C'est comme je suis manager d'équipe, une grosse partie déjà de ma journée, c'est de manager l'équipe, comme, comme son nom l'indique. Donc aujourd'hui, je gère une équipe internationale qui est composée de 7 personnes. Donc on a 3 social media managers, un par pays clé. Donc j'ai un social media manager en France, également une autre personne qui est en Allemagne et une autre qui est aux Pays-Bas. Donc pour Center Park, ce sont vraiment les marchés clés. Donc on a une personne qui est basée dans chaque pays. Et également dans chacun des pays, on a un stagiaire qui vient en complément aussi, qui vient aider la social media manager. Et en France, j'ai également du coup une personne qui est en alternance, donc ce qui nous fait une équipe de 4 personnes, comme je disais, qui sont basées dans différents pays. Aujourd'hui, en fait aussi, je travaille uniquement sur la marque Center Parks. Jusqu'à il y a quelques semaines, on était encore sur 2 marques et on a une réorganisation aussi en interne qui fait qu'on a tous, on appartient tous maintenant à une business line et à une marque. Donc c'était vraiment juste pour expliquer un petit peu le contexte aussi qui est important. Maintenant, pour répondre à ta question, du coup, ma journée type, généralement, ce que je fais, je peux aussi expliquer la journée du lundi aujourd'hui, hein, ça on sera vraiment dans le vif du sujet. Mais ce que j'ai commencé par faire, c'est un petit point d'équipe. Chaque lundi matin, on fait un petit tour de table. Donc déjà, je prends un petit peu la température de chacune des personnes pour savoir voilà, si elle a des questions, si elle a des difficultés sur des projets. Donc je laisse faire un petit tour de table. Ensuite, je réponds aux éventuelles questions que les personnes peuvent avoir. Et de mon côté, je donne les grandes priorités de la semaine, les grands axes. Ensuite, dans ma journée type, je fais après pareil aussi avec les personnes qui sont basées dans les pays, mais c'est plus sous forme de one-to-one, parce qu'on est sur des sujets un petit peu différents. Donc là, je vais plutôt les appeler au téléphone et on va faire un petit peu la même chose en fait en début de semaine. Ensuite, ce que je fais dans ma journée, je travaille en ce moment actuellement sur la stratégie de l'année prochaine. On est au mois d'août, donc enfin d'août bientôt, et ça me permet du coup de prendre un petit peu d'avance pour la rentrée. Il y a un petit peu moins de réunions, donc j'en profite un petit peu pour travailler sur des sujets un petit peu plus stratégiques. C'est plutôt ça, en fait, du coup, moi, mon domaine, c'est de piloter vraiment la stratégie social media et ensuite de la faire se déployer par les social media managers. Donc là, je suis dessus. Il y a aussi une partie gestion des projets que je fais en parallèle avec également aussi les personnes de mon équipe. Par exemple, la semaine dernière, on a eu l'occasion d'aller faire un tournage dans le cadre en fait d'un projet social media. Donc là, aujourd'hui, je vais regarder la première version, faire des premiers retours. Donc ça peut faire partie d'une journée type également, ce qu'on en fait régulièrement. Ensuite, je vais avoir une réunion, par exemple, avec là aujourd'hui avec le service RP, parce que j'aimerais leur proposer de faire une opération avec des influenceurs sur TikTok. Donc, dans ma journée type, il y a aussi ces échanges en fait avec les autres départements, parce qu'au final, les réseaux sociaux, on travaille vraiment beaucoup avec tout le monde dans l'entreprise, que ce soit les services marketing, RP comme je disais, communication, revenu management, puisque nous, en fait, la façon dont on travaille, enfin la façon dont on rédige un calendrier éditorial, c'est d'abord de prendre les informations de chaque, un petit peu à droite à gauche de chaque département pour pouvoir construire le calendrier en fonction des besoins, du contexte et des grands enjeux. Donc il y a beaucoup de réunions comme ça où on fait le bilan et le point en fait avec les différents acteurs en fait dans l'entreprise. Si je vais checker les reporting, parce que là on est à la fin du mois, donc on est en train de faire nos reporting. On travaille beaucoup en fait
enfin voilà, on test and learn, on fait beaucoup d'analyses. Donc chaque mois, on analyse vraiment tout ce qu'on fait, tout ce qui s'est passé sur le mois écoulé, et on regarde les chiffres. Et ensuite, ça va nous permettre du coup d'adapter pour le mois prochain, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de voir si on est dans les temps au niveau des objectifs qu'on s'est fixés, et d'éventuellement d'adapter. Voilà. Donc moi, ma mission, c'est aussi de vérifier un petit peu les reportings et du coup d'en tirer un petit peu des learnings pour préparer le mois prochain. Donc ça, c'est ce que je vais faire justement cette semaine. Top. Et du coup, parce que quand on travaille dans le tourisme, souvent c'est qu'on a un intérêt pour le voyage. Du coup, est-ce que tu es amené à être souvent sur le terrain par ton métier? Alors oui, chez Pierre et Vacances, j'ai vraiment cette chance-là, c'est de pouvoir aller très souvent sur le terrain pour plusieurs raisons. En fait, c'est que donc déjà, on a lancé un projet l'année dernière de formation des personnes sur les parcs. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, les meilleurs ambassadeurs, c'était aussi nos collaborateurs. Et on a décidé donc de les former aux réseaux sociaux pour qu'ils puissent piloter leur niveau, au niveau des pages, ce qu'on appelle les pages locales, donc les pages des parcs. Parce que nous, on pilote en fait la stratégie globale et les pages qu'on appelle globales au sens propre, donc Center Parks en tant que marque. Mais Center Parks a aussi des pages par parc. Et du coup, voilà, on a trouvé que ça faisait du sens d'avoir une communication plus ciblée, qui soit pilotée par les gens sur place, parce qu'au final, c'est eux qui en parlent le mieux et qui peuvent vraiment donner des informations plus précises directement par les parcs. Et donc l'année dernière, j'ai lancé un projet de formation de ces personnes-là via des workshops réguliers. Donc l'année dernière, on a eu l'occasion de faire 4 ou 5 workshops, donc à peu près tous les trimestres, où on se réunissait entre je les appelle les ambassadeurs locaux. Ouais, mais bon, voilà, ils n'ont pas vraiment de titre, mais en tout cas, voilà, avec ces personnes-là qui font partie du projet. Et donc, on a l'occasion de se rencontrer, comme je disais, une fois tous les 3 mois. On organise ça dans un parc. Donc, c'est plus chouette aussi parce que ça permet aussi à ces personnes-là qui, même si elles travaillent sur des parcs, elles n'ont pas forcément toujours l'occasion d'aller voir d'autres center parks. Donc, déjà, c'est une première opportunité, c'est de pouvoir voir d'autres parcs, d'être sur le terrain et du coup d'échanger autour du métier. On discute beaucoup voilà, de la technique, mais pas que. Et donc, ça permet effectivement d'être sur le terrain et proche en fait de nos collaborateurs. Au-delà de ça, on fait aussi beaucoup de tournages de création de contenu, puisque du coup, en fait, nous, aux réseaux sociaux, on aime bien vraiment créer nos contenus sociaux. On utilise des photothèques qui sont créées par des shootings pour la brand, etc. Mais néanmoins, on pense que c'est nécessaire de créer aussi du contenu vraiment uniquement pour les réseaux sociaux. Et donc, pour cela, on se déplace avec notre agence pour aller créer du contenu. On a une équipe technique qui nous accompagne et on fait aussi du contenu, nous, avec nos téléphones, vraiment, enfin, des contenus très sociaux. Et le troisième point, c'est qu'aussi on a l'occasion de faire les tournages avec notamment des familles ambassadeurs. Donc là, par exemple, la semaine dernière, on avait sélectionné une famille qui a gagné un séjour de télétravail pour tester donc le télétravail à Village Nature. Et du coup, nous, en fait, c'était une opération social media. On est allé les filmer pour faire un mini-film de use case pour montrer, voilà comment cette famille-là a vécu sa semaine de télétravail et recueillir un petit peu leurs impressions. Donc voilà, c'est chouette parce que c'est assez varié, c'est à chaque fois pour des projets différents, mais en tout cas, je suis très souvent sur le terrain, on va dire au moins une fois tous les 2 mois, ce qui me permet aussi de bien comprendre le produit, d'être plus proche aussi de ce que vivent nos clients, parce que je pense que c'est important aussi d'aller sur les parcs pour comprendre l'expérience du client et vraiment comprendre ce qu'on vend et comprendre l'état d'esprit aussi. Enfin, je trouve que c'est une vraie chance en fait pour mon équipe et pour moi-même de pouvoir vraiment aller sur le terrain pour s'imprégner vraiment du produit, comme je disais, et puis de l'atmosphère, ce qu'on ressent quand on est à Center Parks. Oui, et je pense que ça peut être bien aussi pour s'aérer un peu l'esprit du bureau. Oui, j'en ai même pas parlé, mais c'est vrai que ça permet aussi de sortir du cadre du bureau, du métro boulot dodo. Donc c'est vrai que c'est hyper agréable aussi de se dire que pendant 3 4 jours, notre bureau, ça va être la forêt. Donc, effectivement, il y a aussi ce côté-là qui est très très agréable. Et du coup, tous ces contenus, vous les postez sur quel réseau? Alors nous, on est principalement sur Facebook et Instagram. On était beaucoup sur tous les réseaux en fait avant. On était sur aussi Twitter, Pinterest, Snapchat. Je crois qu'on a même essayé. Mais au final, après, on s'est dit on préfère se concentrer finalement sur les réseaux qui fonctionnent et là où se trouve notre communauté. Et on s'est rendu compte que voilà, nous, on est plutôt sur une cible famille et c'est plutôt encore sur ces réseaux-là que sont nos clients. Donc aujourd'hui, nos efforts sont principalement sur Facebook et Instagram. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à d'autres réseaux. D'ailleurs, là, on est en train vraiment d'investiguer TikTok parce qu'on pense que finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui, pendant le confinement, se sont mis dessus. Donc, c'est plus forcément un réseau social d'adolescents. Donc là, on est en train de réfléchir justement à une stratégie sur TikTok. Mais voilà, en fait, c'est vrai que nos contenus sont plutôt orientés ces deux réseaux-là. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Quelles études tu as fait? Est-ce que tu as toujours été dans le tourisme? Alors, c'est une bonne question. Donc moi, j'ai un parcours qui est très atypique. À l'époque, donc j'ai fait une licence LEA anglais-allemand.
Suite à ça, je savais vraiment pas trop ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais beaucoup les langues et encore l'allemand, c'était pas vraiment mon truc. Donc en fait, j'ai pris ensuite, suite à ma licence, j'ai pris 2 années sabbatiques pour finalement voyager et apprendre d'autres langues. Donc j'ai vécu 1 an en Italie, pour apprendre l'italien. Donc je parlais pas un mot avant de partir et mon challenge, c'était de, voilà, partir 1 an dans un pays et apprendre la langue. Et je me suis rendu compte que c'était une vraie expérience de vie parce qu'au-delà d'apprendre une langue, on apprend, une culture, on apprend, plein de choses à se débrouiller parce que quand on part à l'étranger, c'est une vraie expérience de vie et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, quand je suis rentrée au bout d'1 an, j'ai décidé de faire pareil en Espagne. Donc, je suis partie vivre à Madrid pendant 6 mois pour apprendre l'espagnol. Suite à ça, du coup, je me suis inscrite dans un master management du tourisme et création de sites web multilingues. Il faut savoir qu'à l'époque, hein, je ne suis pas si vieille que ça, mais à l'époque, on n'avait pas de formation digitale. Le digital, ça n'existait pas. Enfin, on n'avait pas en tout cas ce terme-là. Donc, en fait, on va dire que c'est ce qui se rapprochait un petit peu parce que ça, à l'époque, j'aimais beaucoup en fait tout ce qui était web, mais sans forcément trop savoir quoi faire et j'aimais beaucoup les langues. Donc pour moi, ça a été un petit peu une évidence enfin, quand j'ai vu qu'il existait un master tourisme en 3 langues avec une option de création de site web en plusieurs langues, ça me correspondait plutôt bien. Donc j'ai suivi ça, c'était à l'université de Toulon, dans le sud de la France. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et donc c'était en 2010 et il fallait que je fasse un stage de fin d'études pour valider mon master. Et là, j'ai décidé du coup de partir dans un pays anglophone. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de trouver un stage à Miami. Donc je suis partie là-bas pendant 6 mois j'ai travaillé pour un tour opérateur. Et il se trouve que voilà, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là, ma vie à Miami. Et au final, au bout de 6 mois, au lieu de rentrer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché du travail directement sur place. Et j'ai eu la chance en fait de réussir à trouver du travail dans un grand hôtel de luxe à Miami. Donc par contre, c'était pas dans le domaine où je voulais parce que du coup moi, je voulais d'avoir mon master, donc je voulais travailler dans le domaine du marketing, voilà, enfin par rapport à mes études. Néanmoins, dans l'hôtel, voilà, c'est vraiment, j'avais cet hôtel en tête et je voulais vraiment y travailler, mais ils m'ont dit, ben voilà, le service du marketing pour l'instant n'a pas forcément de poste. Néanmoins, on a des besoins en réception, on a besoin de gens qui parlent plusieurs langues, donc si tu es d'accord, ils m'ont proposé un deal de commencer par faire quelques mois à la réception et ensuite promettait de me passer du coup au service que je voulais. Donc voilà, c'était rentré un petit peu par la petite porte et au final, ça a été une expérience hyper intéressante, bon, dans le sens où c'est un peu comme je disais tout à l'heure, être sur le terrain, en fait, ça permet de bien comprendre en fait comment fonctionne l'hôtel, comment ça se passe et d'être en contact avec le client. Donc l'expérience réception, ça a été très formateur. C'est pas forcément un métier très facile non plus parce que c'est un hôtel de luxe, donc forcément c'était assez intense, des horaires très très intenses aussi. Donc c'est vrai que c'était une expérience voilà enrichissante, mais qui m'a permis aussi d'apprendre le service client, on va dire vraiment en face, ce qui est toujours utile dans le métier de social media manager. Et ensuite, ils ont tenu parole, donc j'ai eu l'opportunité de passer au service marketing de l'hôtel. Et c'est là que tout a commencé, parce que quand je suis arrivée, ils m'ont dit, écoute, c'était en 2010. Ils m'ont dit, il y a un nouveau truc, c'est Facebook. On se rend compte que maintenant, pour les marques, c'est possible de se créer une page. On aimerait bien une page pour notre hôtel. Est-ce que tu peux regarder? Et si tu sais t'en servir, écoute, crée une page pour l'hôtel et fais un petit peu ce que tu veux pour nous faire un petit peu de communication sur la page. Donc, en fait, tout est parti de là. Donc, j'ai eu vraiment carte blanche à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de vraie stratégie. Et je pense qu'à l'époque, on ne s'en rendait pas compte de l'impact et la puissance que pouvait avoir en fait une page Facebook pour une marque. Et donc j'ai créé la page de l'hôtel et voilà, j'avais à disposition un petit appareil photo, donc j'allais faire des photos de l'hôtel. Il faut savoir que c'était un hôtel qui était très grand, un petit peu comme on peut en voir à Las Vegas, où il y avait une dizaine de piscines, 6 restaurants, 1200 chambres, donc voilà, il se passait beaucoup de choses dans l'hôtel, donc il y avait des concerts, il y avait des fois des tournages de films, donc vraiment c'était une mine d'or pour moi, puisqu'au final, voilà, j'allais prendre mes photos, faire mon contenu, et on me laissait une grande autonomie, et donc c'est comme ça que j'ai mis un premier pied en fait dans les réseaux sociaux, et ensuite sont suivis d'autres expériences dans ce domaine-là. D'accord. Et t'es resté combien de temps aux États-Unis? Donc je suis restée 4 ans, donc après cette expérience-là de 1 an dans l'hôtel, j'ai eu encore 2 autres expériences toujours dans le tourisme et un petit peu plus dans le digital 360, où j'ai pas fait que du social media, mais j'ai fait aussi tout ce qui peut être en fait création de sites web, gestion du CRM, la communication, enfin j'ai fait un petit peu plus de 360, ce qui était hyper intéressant, pour me rendre compte que finalement ce qui me plaisait quand même le plus, c'était quand même toujours les réseaux sociaux. Donc je suis restée 4 ans aux États-Unis, je suis entrée en 2014, je suis arrivée du coup à Paris, où là j'ai eu une première expérience du coup à Paris dans le domaine du luxe.
où j'étais toujours dans les réseaux sociaux, qui ne m'a pas forcément trop plu. C'était un domaine en fait qui me correspondait moins, on va dire. Donc, là, j'étais plus dans le tourisme, mais j'étais vraiment dans le luxe pur. Et c'est vrai que du coup, ça a été aussi une expérience enrichissante, mais c'était pas quelque chose qui me correspondait en termes de personnalité, je pense. Et donc ensuite, je suis arrivée chez Pierre et Vacances il y a 4 ans. Ok. Et dans tout ton parcours, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Dans tout mon parcours, je sais pas, mais en tout cas, la chose dont je suis le plus fière enfin, sur l'expérience Pierre et Vacances, on va dire, c'est d'avoir réussi en fait à construire des belles équipes. Parce que du coup, c'est ma première expérience en management, c'est depuis 4 ans. Et je me rends compte, en fait, ma plus grande fierté, c'est quand voilà, un stagiaire en alternant part et me dit qu'il a appris des choses et qu'il est triste de partir. Pour moi, c'est ma plus grande fierté. Parce que voilà, si j'arrive à apprendre et à communiquer ma passion, ben pour moi, c'est mission accomplie. Donc c'est plus ça dont je suis fière et ça arrive très souvent. Donc je suis hyper contente de voir que j'ai pu apporter quelque chose aux personnes qui viennent dans mon équipe. Il y aurait peut-être une autre fierté aussi, ce serait, j'ai le souvenir d'il y a 2 semaines, quand on a fait gagner en fait un séjour aussi ambassadeur à une famille. On leur a permis de se retrouver en famille après le confinement. Donc c'est une famille de 10 personnes avec les grands-parents, les enfants, les parents. Et donc on les a suivis en fait pendant 3 jours dans leur retrouvailles et c'était très 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 émouvant. Et ensuite donc on les a interrogés, on a fait une mini-interview, on leur a demandé voilà quelles étaient leurs impressions. Et puis en fait bah, là on a eu le grand-père qui s'est mis à pleurer en nous remerciant pour cette expérience et à quel point ça lui avait fait du bien de retrouver ses petits-enfants. Et du coup, ben voilà, ces moments-là aussi me rendent fière parce que ça me touche de me dire qu'on arrive vraiment à rendre enfin voilà, à faire des beaux moments et à créer des opportunités, des belles choses. Donc voilà, ouais, c'est des choses dont je suis fière. À travers mon métier, on peut faire des belles choses, des beaux projets et c'est très touchant. En fait, voilà, c'est plus, on va dire plutôt l'humain en fait qui me touche beaucoup dans ce métier-là, finalement. Et une dernière fierté, si je peux rajouter, effectivement, j'avais oublié, mais c'est que l'année dernière, du coup, on s'est inscrit à une compétition et nous avons gagné le premier prix de la meilleure stratégie social media organique. Donc c'est aussi une grande fierté de se dire que on réussit aussi, voilà, on a construit une stratégie, on est parti de rien. Aujourd'hui, on a été désigné comme ayant la meilleure stratégie social media organique, donc c'est aussi une super fierté, très très fière, parce que c'est un beau travail d'équipe encore une fois. Félicitations, c'est hyper cool. Je suis contente pour vous. Et du coup, justement, quand tu parlais de ton statut de manager, tu as vraiment appris sur le tas en entrant chez Pierre et Vacances. Et ce serait quoi pour toi le meilleur conseil pour réussir à manager efficacement son équipe et à avoir une bonne entente? C'est pas facile le métier de manager en fait et c'est vrai que en plus quand je suis arrivée manager, j'avais pas eu de formation tout de suite. En fait, ma manager a trouvé que c'était plus cohérent de me laisser un petit peu me débrouiller au départ. Et elle avait complètement raison avec le recul, hein, mais sur le coup, je lui en ai un petit peu voulu parce qu'elle m'a laissé dans la jungle et j'avais des personnes qui étaient pas faciles. J'ai repris une équipe qui était en place et ça n'a pas été très facile au départ. Ensuite, j'ai réussi à monter ma propre équipe, donc là, ça a été très chouette. Et en fait, au départ, je me suis basée aussi sur tous les managers que j'avais pu avoir dans mes expériences passées, que ce soit les bons ou les mauvais, parce que j'en ai eu des très très bons comme j'en ai eu des très très mauvais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris voilà le bon et le mauvais de chacun pour essayer voilà de me dire voilà qu'est-ce qui m'avait plu en termes de management et qu'est-ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, enfin qu'est-ce que j'ai pas aimé qu'on me fasse et donc qu'est-ce que je n'allais pas reproduire. Donc je me suis beaucoup basée sur mes expériences passées et je dirais que voilà en fait la qualité première c'est vraiment d'être à l'écoute et surtout d'être disponible. Donc ce que j'ai fait en fait au départ c'est vraiment mettre des points réguliers toutes les semaines avec chacune personne de mon équipe, que ce soit stagiaire, même alternant ou CDI, je n'ai jamais fait de différence. Et c'était important pour moi de prendre du temps avec chacune des personnes pour discuter, pour les laisser aussi s'exprimer, me dire ce qui va pas, et pouvoir les faire avancer. Donc je pense que la communication est vraiment la disponibilité, c'est la clé. Et j'ai mis beaucoup d'énergie aussi à créer une équipe et à créer une vraie cohésion d'équipe parce que quand on a une équipe internationale qui est basée en différents pays, c'est pas forcément évident non plus. Et pour autant, ben voilà, je pense que ce point-là, je l'ai bien réussi parce que j'ai vraiment pareil mis beaucoup d'énergie et j'ai pris beaucoup de temps pour faire des réunions d'équipe physiques à minima tous les 2-3 mois. Donc c'est-à-dire que soit on se débrouillait pour donner tous rendez-vous dans un parc pour se voir physiquement 2-3 jours, ou soit les personnes qui sont basées dans les pays viennent à Paris. Mais en tout cas, voilà, on a toujours trouvé un moyen en fait de se retrouver et il y a vraiment enfin voilà, une vraie cohésion d'équipe qui s'est créée et ça c'est aussi, enfin un point fort aussi parce que entre elles, les personnes de l'équipe peuvent vraiment s'entraider et voilà, en fait une équipe qui se sent bien du coup va être forcément plus efficace. Donc je pense que voilà, la base pour moi c'est que les gens se sentent bien
dans leurs tâches, dans leur mission, et aussi qu'ils se sentent bien avec l'équipe et qu'ils sentent que voilà, s'ils ont un souci, on est tous là pour s'entraider. Et je trouve que voilà, ça c'est vraiment, vraiment la base. Et ce que j'ai beaucoup appris aux États-Unis aussi, c'est un petit peu le management voilà, à l'américaine, on va dire. Mais c'est vrai que moi, dans mon équipe, je fais pas forcément de différence hiérarchique, dans le sens où c'est pas parce que j'ai un stagiaire qui va faire des tâches ingrates et répétitives, parce que je trouve que c'est ridicule. Donc ce que je fais généralement, c'est que je fais pas forcément la différence et chaque personne va travailler sur tous les projets. Donc il n'y a pas une personne qui va être assignée à une tâche ou à un projet, parce que je trouve que c'est dommage. Chacun peut apporter en fait une expertise, une idée, quelque chose, et du coup en fait voilà, je trouve qu'on fonctionne beaucoup mieux comme ça. Donc c'est comme ça que je travaille, c'est que voilà, on a un projet, tout le monde va y travailler, tout le monde va pouvoir apporter ses idées. Et donc ce que je fais généralement quand une personne arrive aussi, ma façon de manager, c'est de la laisser, voilà, comme on a fait avec moi en fait, c'est de la laisser un petit peu au début dans le flou, voir un petit peu comment elle se débrouille et voir sur quelle tâche elle va se diriger naturellement. Donc je pense que c'est tâches sur lesquelles elle va être le plus à l'aise. Je donne des exemples concrets, mais par exemple voilà, une personne qui va être plus à l'aise en créa et qui va être plutôt sur Photoshop, elle va faire plutôt les créas au départ. Voilà, donc je me rends compte en fait de manière assez naturelle ce sur quoi elle se dirige et ce sur quoi elle est à l'aise, et donc je vais peut-être plus la positionner là-dessus quand je verrai qu'une autre personne dans l'équipe sera complémentaire et qui sera plus à l'aise sur plutôt la rédaction des posts. Voilà, en fait j'ai envie que les gens trouvent naturellement leur place sans que je leur impose en fait des missions. Et ce que j'aime bien faire après forcément, c'est qu'au bout de quelques mois, quand elles sont bien confortables dans leur mission, c'est de les mettre un petit peu en danger, les challenger et leur proposer de basculer sur des missions qui leur plaît peut-être un petit peu moins, hein. C'est souvent les reporting par exemple, mais voilà, c'est de les challenger sur ce type de choses-là pour les faire grandir et pour les sortir de leur zone de confort, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Puis du coup voilà, c'est un petit peu une manière de manager en résumé. D'accord, ça m'a l'air d'être un bon plan parce que même quand on est stagiaire, ça permet d'avoir une expérience très enrichissante. Oui, c'est ça. C'est plutôt intense hein, pour les stagiaires chez nous, mais ils sont toujours repartis très contents. Donc, bon, j'imagine que c'est une méthode qui marche. Top. Et au niveau des obstacles, est-ce que c'est surtout chez Pierre et Vacances que tu en as eu en tant que manager ou est-ce que c'était plutôt quand tu étais réceptionniste, par exemple? Est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où tu t'es dit, est-ce que je vais y arriver? C'est vrai que l'expérience de réception, ça a été très très dur. Parce que déjà, je me sentais aussi, je me dis, voilà, j'ai fait plein d'études, je parle 5 langues couramment et je me retrouve à faire un métier de réceptionniste. C'est difficile aussi en termes d'ego et de fierté, je pense, de se dire qu'il faut repasser par là. Alors que voilà, j'avais d'autres personnes qui avaient fait le même parcours que moi, qui travaillaient déjà enfin, plutôt dans leur domaine. Et puis c'était aussi voilà, physiquement compliqué parce que c'était des horaires compliqués et moralement, avoir des personnes qui nous crient dessus toute la journée, c'était pas facile. Donc là, je me suis dit, ouais, je vais pas y arriver. Et le tourisme, en fait, je pense que c'est pas pour moi parce que j'aime pas le rythme et j'aime pas ce côté où les gens sont toujours en train de râler. Et c'est vrai que ça a été, je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'ai envie de rester dans le tourisme? Mais d'un autre côté, voilà, en fait, j'en ai fait une force, comme je disais, et c'est grâce à ça aussi que j'ai appris pas mal sur moi-même. En fait, j'ai appris aussi à prendre sur moi et à gérer des situations de stress, des situations difficiles. Et puis ça m'a permis, comme dit, d'accéder à quand même un beau poste parce que le service marketing de l'hôtel où je travaillais était très prisé. Donc, grâce, en fait, en étant d'accord de jouer le jeu et en passant par la petite porte, j'ai finalement après accédé à un beau poste. Donc, en fait, au final, des fois, il faut se dire qu'il faut peut-être pas être trop gourmand tout de suite non plus et que voilà, des petites expériences anodines peuvent quand même nous apporter beaucoup pour la suite, parce que dans le métier des réseaux sociaux, on est toujours confronté aussi à des gens qui vont se plaindre. Même si aujourd'hui, nous, chez Pierre et Vacances, notre équipe, elle ne gère pas la réponse aux clients. Il se trouve que souvent, on en fait quand même. On vient aider les équipes de la social room. Mais voilà, en fait, ça m'aura appris à gérer aussi les plaintes et à savoir comment avoir de l'empathie pour les gens, parce qu'au final, c'est normal, en fait, on veut tous réussir nos vacances, donc forcément, quand quelque chose se passe mal pendant nos vacances, on réagit et c'est normal. Donc voilà, ça m'a permis à apprendre de ça. Oui. Mais du coup, aujourd'hui, par rapport à la crise sanitaire, comment est-ce que ça vous a impacté, vous, de votre côté? Est-ce que vous avez dû arrêter vos activités pendant un moment? Parce qu'après tout, enfin, la promotion en soi, même si les parcs étaient fermés, j'imagine, on peut quand même continuer à partager sur les sujets. Donc, est-ce qu'il y a des moments où vous avez arrêté de travailler ou est-ce que vous avez continué? Alors nous, on n'a jamais arrêté de travailler, on a toujours été en chômage partiel. D'accord. Donc, en fait, ça s'est passé en plusieurs phases de notre côté. Il y a eu déjà la phase où on a dû annuler les séjours et déloger les gens, parce que du coup, quand la crise est arrivée, il y avait des gens qui étaient déjà sur les parcs, qui allaient arriver. Donc, la première phase, ça a été de gérer les annulations et les délogements. Et du coup, là, nous, on a plutôt été en support de la social room. Donc, en fait, j'ai pas expliqué, mais c'est vrai que du coup, de notre côté, notre service, il est vraiment dans l'animation des pages. Mais tout ce qui est réponse aux clients, c'est une autre équipe qui le gère, parce que sinon, en fait, on ferait ça toute la journée. Donc, c'est vraiment un métier à part. Et on a préféré créer une équipe dédiée qui est plutôt côté relations clients, qui peut avoir accès à l'information aussi de la réservation. Et donc, du coup, c'est la social room qui a géré, en fait, toutes les questions des clients. Mais ils ont
été bien évidemment débordés, donc nous, on est venus en aide. Donc dans les cas comme ça, hein, tout ce qui est crise et gros volume, mon équipe est basculée de manière naturelle. On vient les aider en fait à répondre aux clients, parce que si on répond pas aux gens, ça sert à rien qu'on anime les pages, parce qu'on va se faire pourrir les publications. Donc au début, en fait, la phase 1, on était vraiment plutôt en soutien, en fait, on va dire, de la relation client, sur tout ce qui était question de personnes. La phase 2, qui a été la phase du coup de confinement, où du coup nos parcs étaient fermés, et on ne savait pas quand est-ce qu'on allait rouvrir. On a quand même joué un rôle assez clé, parce qu'en fait on devait finalement, nous en fait, sur les réseaux sociaux, c'était le seul endroit où on pouvait garder les liens avec nos clients. Donc en fait on avait vraiment la mission de garder ce lien, d'avoir un discours plutôt positif et de venir en fait égayer les journées de nos clients qui étaient à la maison. Donc on a essayé de proposer des petits jeux, bon, comme beaucoup de marques l'ont fait, on n'a rien révolutionné, mais on a essayé de faire quand même des jeux qui étaient plutôt orientés Center Parcs et sur nos valeurs. On a proposé des petits jeux social media. On a aussi proposé on était beaucoup basé sur, du coup, nous, la nature, les 360, un peu nature, pour que les gens puissent prendre un petit peu d'air et s'évader le temps d'un moment. On essayait aussi de faire des publications en direct des parcs, notamment de montrer les animaux qui, eux, continuaient à vivre là-bas et montrer un petit peu de nature pour justement garder le lien avec nos clients. Et sur la phase 3, en fait, qui a été donc la réouverture, on a également joué un rôle assez clé, dans le sens où sur les réseaux sociaux, on pouvait vraiment en fait aussi rassurer les clients, parce que d'accord, on va réouvrir, mais dans quelles conditions? Enfin, les gens se posaient beaucoup de questions, et c'est finalement encore sur les réseaux où on pouvait un peu plus raconter l'histoire, parce que sur notre site web, on expliquait les conditions, mais sur les réseaux sociaux, on a pu aller un petit peu plus loin et raconter ça de manière un peu plus fun. Donc, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des vidéos infographies pour expliquer vraiment les conditions sanitaires et comment on allait pouvoir accueillir les personnes. On est allé aussi faire les interviews des general managers sur les parcs 2 jours avant l'ouverture, pour qu'ils nous donne son impression, qu'il puisse rassurer les personnes avec son discours, pour le dire voilà comment ça va se passer, et voilà tout ce qu'on a fait pendant cette période-là pour pouvoir vous accueillir à nouveau. Donc voilà, on a vraiment eu l'objectif d'être là pour rassurer les clients, répondre à leurs questions et leur montrer vraiment voilà tout ce qui était mis en place. On avait aussi mis en place des conditions tarifaires flexibles, donc on a aussi créé des vidéos à ce sujet-là pour bien expliquer, voilà, n'ayez crainte, vous pouvez réserver votre séjour, vous pouvez l'annuler à n'importe quel moment sans frais. Donc voilà, c'était apporter toutes les informations nécessaires pour rassurer les gens. Et ça a été très bien piloté, parce qu'on a eu des calls de crise pilotés par le service marketing, très réguliers, donc quasiment tous les matins on s'appelait avec l'ensemble des services pour faire le point, pour avoir les dernières informations, et ensuite chaque département allait pouvoir dérouler son plan d'action, et voilà, donc ça c'était quand même très bien piloté, et on a su très vite comment s'organiser et quoi faire. Donc voilà, ça a été une période forcément difficile, mais je trouve que ça a été très bien piloté de notre côté. D'accord. Et tu l'as dit au début, tu as des membres de ton équipe qui sont en Allemagne et aux Pays-Bas. Est-ce que ça a été plus facile chez eux ou au contraire plus difficile? Comme je disais avant, on a gardé le lien malgré tout, donc je faisais des petites visios avec mon équipe pour qu'on garde le lien. On s'appelait toutes les semaines, et à chaque fois on se donnait d'ailleurs les nouvelles de chacun, on comparait, ça se passe comment en Allemagne, ça se passe comment aux Pays-Bas. C'était à peu près pareil, ils n'ont pas eu les mêmes confinements aussi stricts que nous, par exemple, mais les parcs ont été fermés la même durée, enfin en tout cas tout s'est passé plus ou moins de la même manière dans les 4 pays, et du coup ce qui nous a permis de faire aussi des plans d'action communs. Donc ce qui était génial, c'est que moi je trouve qu'on s'en est bien sorti aussi, parce que c'est un vrai travail d'équipe, et que chacune a travaillé sur ce plan d'action. Donc, encore une fois, c'était un bon exemple en fait, que même dans les situations compliquées, c'est grâce en fait à l'équipe et à son attitude qu'on a réussi à faire des chouettes projets. D'accord. Et du coup, là, ça reprend bien. C'est revenu un peu presque à la normale, je dirais, de votre côté. Oui, presque à la normale. Après, on a quand même encore des commentaires négatifs, hein, ça c'est sûr que ça va pas s'arrêter. Il y a eu pas mal de problèmes d'avoir qui n'ont pas forcément été envoyés à temps, donc il y a encore quelques gens qui râlent. Mais en fait, au final, voilà, je parlais il y a 2 semaines, on est allé faire un tournage, justement, on a fait suivre une famille. L'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de rassurer les gens, de montrer qu'on peut se retrouver à Center Park, c'est passer de bons moments et oublier un petit peu cette période compliquée. Et du coup, on a vu que voilà, la vidéo avait généré pas mal de commentaires positifs. Et du coup, nous, on traque aussi, chaque publication, elle a un objectif quand même assez héroïste derrière. Et l'idée, c'est aussi de voir si les contenus peuvent générer du trafic sur notre site et aider à la conversion. Et on a vu que voilà, cette vidéo, elle avait vraiment aidé aussi à convertir et à ramener du trafic vers le site. Donc ça veut dire que voilà, en ayant vu ce contenu-là, ça a rassuré les gens, ça a donné envie aux gens de faire pareil. Et donc du coup, voilà, on a l'impression que la tendance reprend plutôt de manière positive. Après, bien évidemment, le contexte reste incertain, mais en tout cas, tout est mis en place dans les parcs pour que ça se passe bien. Les gens ont l'air rassurés, les commentaires positifs reviennent, donc j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est plutôt positif. C'est une bonne chose parce que c'est pas le cas chez tous les acteurs du tourisme. Aussi, le fait que Center Park soit très centré Europe, c'est vrai que c'est plus simple.
Bah, c'est un vrai point fort pour nous, en fait, d'être basé en France, enfin, d'être basé en Europe, mais je dirais, mais c'est vrai que du coup, on a beaucoup de nouveaux clients aussi, de ce qu'on appelle nous les trialistes, de gens qui ne nous avaient pas forcément considérés dans le passé, qui vont tester l'expérience Center Parks parce que finalement, c'est assez sécurisant de se dire qu'on peut partir pas loin de chez soi, en voiture, dans un espace qui est quand même, c'est des grands espaces, c'est en pleine nature, c'est dans la forêt, on a chacun notre cottage, donc on n'est pas dans un hôtel où on est les uns sur les autres. Donc c'est vrai que notre produit se prête beaucoup en fait à la situation actuelle. Donc je pense que c'est vraiment une opportunité pour nous en fait parce qu'on a vraiment un produit qui permet aux gens de se retrouver entre eux sans être forcément voilà, si on n'a pas envie d'aller dans les espaces communs, on n'est pas obligé, on peut tout faire dans son cottage. Donc c'est vrai que c'est plutôt un produit qui s'adapte à la situation. Bah, tant mieux. Et du coup, si quelqu'un a envie, de faire le même métier que toi aujourd'hui, à ton avis, c'est quoi la qualité la plus importante ou la compétence qu'il faut absolument, développer ou travailler? C'est une bonne question parce que comme je disais, moi j'ai pas été formée, hein, je me suis formée moi-même, donc je dirais que c'est plutôt, être curieux. En fait, je pense que si on est curieux et passionné, on va trouver les solutions, les idées, donc s'adapter facilement aussi, je pense que c'est important sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ça évolue tellement que, il faut être tout le temps, voilà, prêt à changer, à s'adapter aux nouveautés, être à l'écoute, comme je disais, en fait, des choses. Donc moi, j'ai pas beaucoup appris aussi en allant voir ce que faisait la concurrence. Donc c'était peut-être, je dirais encore une fois, la curiosité et peut-être pas avoir peur de tester des choses et de se planter. Parce que voilà, faut pas avoir peur de l'échec. Comme je disais, c'est que on apprend forcément en faisant des erreurs. Donc faut aussi accepter des fois de faire une opération ou un poste qui va pas marcher. Ben, on va beaucoup apprendre en fait finalement de ça. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 10 pour être dans les réseaux sociaux. Et si on aime ça et qu'on a ben voilà, une vraie passion, je pense que c'est possible. Ouais. Et du coup, est-ce que toi, il y a quelque chose, enfin, une ressource, donc un livre, un documentaire ou autre chose qui vraiment t'a motivé ou t'a aidé à trouver ta voie, ou est-ce que ça s'est fait un peu sur le tas au fur et à mesure de tes expériences? On va dire que c'est peut-être plus mes managers, en fait, qui m'ont appris, certaines choses. Comme je disais, j'ai un peu appris sur le tas aussi, c'est des opportunités que j'ai pu saisir et ça s'est fait un petit peu au hasard aussi. Mais, au fur et à mesure après de mes expériences, notamment donc ma dernière expérience à Miami, j'avais un manager qui était, très héroïste. Donc lui, voilà, il était très sur les chiffres, donc je devais prouver que mes actions avaient un vrai impact sur le business. Donc ce qui est pas forcément évident, hein, quand on est dans les réseaux sociaux parce que souvent on mesure, des KPI qui sont plutôt la visibilité avec le reach, le taux d'engagement, mais on se rend pas compte forcément l'impact que ça peut avoir pour une entreprise. Et donc lui, il m'a vraiment appris la vision héroïste du métier. Et c'est top parce que du coup, j'ai mis un petit peu le nez dans les chiffres et c'était pas forcément non plus ce que je préférais à l'époque parce que comme je disais, j'avais plutôt un parcours littéraire, langue et j'étais pas très dans les chiffres. Et donc c'est plutôt lui qui m'a beaucoup sensibilisée à ça. Et puis en fait, du coup, je me suis rendu compte que c'était top parce qu'au final, c'est quand même beaucoup plus intéressant de travailler en se rendant compte de l'impact qu'on peut avoir et c'est gratifiant aussi de se dire ben super, ce que j'ai fait ce mois-ci, ça a rapporté tant de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Donc, c'est aussi gratifiant pour soi-même, en fait, de se dire que ce qu'on fait, en fait, ça sert à quelque chose. Donc, c'est top. Donc, je dirais que j'ai plutôt appris, en fait, de mes managers. Après, chez Pierre et Vacances, j'ai appris aussi beaucoup de bienveillance, parce que c'est vrai que c'est un groupe qui est très bienveillant, où on nous laisse beaucoup de liberté. Donc, ça aussi, c'est une des clés, en fait, je pense, pour évoluer et pour apprendre. C'est que, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, on m'a dit, voilà, tu fais, et si tu te plantes, c'est pas grave. Au contraire, il faut peut-être même que tu te plantes pour pouvoir faire mieux. Donc, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a une vraie confiance. En fait, on nous donne vraiment la confiance en interne de faire des projets, de faire des choses, de tester, et ensuite, bah voilà, on adapte, on change. Mais voilà, il n'y a pas. Quand j'ai une idée, j'ai pas besoin de la faire valider entre guillemets par d'autres services ou par mon manager. En fait, tout le monde nous fait confiance parce qu'on est voilà, on est des experts dans notre métier, et on nous considère vraiment comme tel. Donc c'est pas forcément toujours le cas, hein. Les réseaux sociaux, ça fait pas très longtemps non plus qu'on se rend compte que ça peut être un vrai levier d'acquisition. Et en tout cas, bah, dans le groupe Pierre et Vacances, la force en fait, c'est qu'on est vraiment pris à notre juste valeur et on est considéré comme un vrai levier. Comme le serait n'importe quel autre service. Donc, ce qui est chouette, c'est que voilà, je pense que ça aussi, ça m'a permis de beaucoup apprendre, d'être dans un environnement qui est vraiment, comme je disais, bienveillant et de confiance. Je pense que oui, ça aide beaucoup le bien-être en entreprise à être productif aussi. Oui, d'avoir envie finalement et de... Ouais. Et du coup, est-ce que tu recrutes en ce moment? C'est pas forcément le, le meilleur moment, mais est-ce que tu cherches des gens dans ton équipe? Alors malheureusement, non, je viens de finir mes recrutements. Donc moi, tous les 6 mois, je cherche un stagiaire. Donc là, on vient de trouver une nouvelle stagiaire qui est arrivée il y a 2 semaines. Donc stagiaire, c'est bon. Et alternant, j'ai trouvé pareil il y a 3 semaines. Et il arrivera du coup en septembre. Et en termes de CDI, bon, pour l'instant, ça bouge pas. Donc j'ai pas de recrutement à venir. Mais en tout cas, bon, à savoir que je recrute un stagiaire tous les 6 mois. Donc j'ai souvent l'occasion de recruter de nouvelles personnes. Du coup, la prochaine fois, ce sera en janvier.
D'accord. Et du coup, si ça intéresse des gens, en général, les annonces, elles sont postées sur LinkedIn? Oui, mais alors pas forcément tout le temps parce qu'en fait, on a des slots et du coup, en fonction de s'il y a beaucoup d'autres offres d'emploi, on n'est pas forcément prioritaire, surtout si on parle de stagiaires. Mais en tout cas, les offres seront forcément toujours postées sur notre, plateforme, en fait, de recrutement Pierre et Vacances et moi, j'essaie toujours de relayer de toute façon sur mon LinkedIn à moi personnellement. Mais voilà, en tout cas, c'est souvent aussi sur les sites comme Indeed ou, des choses comme ça. D'accord, je mettrai tous les liens dans la description du podcast si ça peut intéresser. Oui et en tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés, ben, je pense que je commencerai le recrutement, à mon avis, en novembre pour janvier. D'accord, ça marche. Voilà. Bah, merci. Merci à toi. C'est tout de mon côté. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose? Bah, non, ça me fait très plaisir en tout cas de pouvoir échanger là-dessus et voilà, c'est chouette si ça peut en inspirer certains, moi ça me fait beaucoup plaisir. Oh oui, je pense, surtout quand c'est des parcours atypiques et un peu tortueux, entre guillemets, parce qu'au final, ça t'a appris à te relever et à chercher des solutions. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant qu'un parcours sans accroc. Bah, voilà, donc c'est pour ça, il faut se dire que voilà, des fois, faut pas forcément viser le meilleur job ou les meilleures études parce que c'est pas forcément ça qui nous amènera à la réussite, en fait. Donc c'est plutôt ça, moi, ma conclusion, ce sera chaque expérience, s'il y a quelque chose à en tirer, que ce soit même une mauvaise expérience. J'ai aussi eu des très mauvaises expériences, mais j'en ai toujours appris quelque chose. Donc faut toujours se dire que ça servira forcément à quelque chose à un moment plus tard. Donc voilà. C'est un super mot de la fin, merci beaucoup. OK, super. Je te souhaite une bonne journée et puis, bah, à très vite. Merci beaucoup Marie, à très vite. Merci de t'être rejoint à cet échange avec Aurélia, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux nous le faire savoir en t'abonnant, en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et quelques lignes sur pourquoi tu l'apprécies. Si tu es à la recherche d'un stage pour janvier 2021 et que ça t'intéresse de rejoindre l'équipe d'Aurélia, tu trouveras toutes les infos dans les notes du podcast. Enfin, si tu souhaites rebondir sur les sujets abordés aujourd'hui, la conversation continue sur Instagram, le lien de mon compte est aussi dans la description. Sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Tourism Marine. Salut!